On en parle avec nos invités. Yann Rivoalan, qu'on vient d'entendre dans notre reportage. Bonjour, vous êtes président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Merci d'être là. Et Anthony Vittorino, bonjour. Bonjour. Directeur de la publication et rédacteur en chef de la revue Fait en France. Merci également à vous. Alors, Yann Rivoalan, on vous a entendu, mais l'ouverture de ces boutiques, ça va changer quoi? Parce qu'en fait, Shein inonde déjà le marché. Honnêtement, si on veut être au-delà du symbole de la présence dans nos grands magasins de cette chaîne low cost chinoise, on pourrait dire ils inondent déjà. Donc. Alors, ils inondent déjà, mais avec une croissance affolante. En ce moment, Shein, c'est simple, c'est 1 million d'articles vendus en France par jour. Donc, on a un volume considérable. On a une croissance qui continue depuis le mois de mai à être folle, de l'ordre de plus 30%. Et Shein veut continuer à avoir cette croissance. Et la stratégie du BHV est très simple. Ils savent très bien avec le BHV qu'ils ne vont rien vendre. Quoi ? 1000, 2000 produits par jour versus 1 million. C'est quoi? C'est juste une vitrine en fait, non? C'est une vitrine pour avoir encore plus de notoriété, pour avoir encore plus de clients et surtout pour étrangler les marques françaises. C'est là où le stratagème est diabolique chez Shein. Diabolique, hein? Alors diabolique, je pèse mes mots parce que c'est une véritable escroquerie médiatique. Il y a le BHV qui doit des millions aux marques françaises. Le BHV qui ne paye pas ces marques depuis maintenant des mois. Il doit plus de 6 millions. Qui a été racheté récemment, le BHV, Exactement. Qui avant appartenait au groupe Galeries Lafayette, ça n'est plus le cas. Oui, ça appartient à Frédéric Merlin, qui fait croire qu'il est la 200e famille française la plus riche, mais en même temps, il ne paye pas les marques. Les marques partent au fur et à mesure et désormais elles vont fuir le BHV. Donc Yann Rivoalan, vous êtes à la fois en guerre, qu'on comprenne bien et qu'on sache de quel point de vue vous vous placez, en guerre contre Shein, mais en guerre aussi contre le BHV en ce moment, si j'ai bien compris. En guerre contre le nouveau propriétaire du BHV, évidemment, pas contre qui le magasin, tient aussi, et c'est aussi très important, en otage les Galeries Lafayette, parce qu'il a 6 Galeries Lafayette. Et ces 6 Galeries Lafayette aussi, il va les mettre aux mains de Shein. Oui, parce que pour le coup, le groupe Galeries Lafayette n'a pas exactement la même vision. Au contraire, ils sont vent debout contre. C'était pas du tout le projet qu'avait vendu Frédéric Merlin, qui avait promis d'investir, de créer des emplois, d'être plus éco-responsable. C'est là où je parle d'escroquerie médiatique. Alors, Shein parle de 200 emplois créés. Super. Hier, il y avait 15 000 emplois détruits. Avec IKKS, désormais, c'est 16 000. Et là, eux, ils promettent 200 emplois, sachant que c'est le spécialiste justement de la promesse, c'est Frédéric Merlin, qui avait promis pour le BHV du développement. Finalement, il les livre à Shein. En quoi, Anthony Vittorino, c'est une menace pour la filière textile, la filière mode, habillement, prêt-à-porter française? On a appris, et vous en parliez il y a un instant, qu'IKKS est donc rattrapé à son tour par la crise du prêt-à-porter, fragilisé par le conflit ukrainien, la crise du pouvoir d'achat et une lourde dette. Le groupe détenu par le fonds américain Avenue Capital vient d'être placé en redressement judiciaire et cherche un repreneur. C'est donc la crise qui s'installe et Shein qui en rajoute? Qui en rajoute, mais la guerre, elle existe depuis longtemps. C'est une guerre économique que la Chine a déclarée. Sauf que les missiles, c'était les colis. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Sauf qu'avant, les missiles, c'était les colis qui nous étaient envoyés par millions chaque année, exemptés de droits de douane au passage. Aujourd'hui, l'invasion, elle est physique. Et là, actuellement, le BHV se place en collaborateur direct de l'ennemi et lui déroule un tapis rouge pour qu'il vienne vendre en France. Diabolique, collaborateur de l'ennemi. Je vous signale que depuis tout à l'heure, vous employez, je vous le dis, des termes très très forts. Mais qui sont franchement très très minimes par rapport à la réalité du terrain. Et Yann le disait à juste titre, une blague médiatique, il faut écouter les arguments de Shein. Ils disent qu'ils vont redonner de la visibilité, de l'attractivité au commerce de proximité. C'était exactement les mêmes arguments il y a 40 ans de McDo. Quand McDo arrivait dans les centres-villes, c'était pour dire on va redynamiser les centres-villes. 40 ans plus tard, 5 à 8 restaurants ferment chaque jour en France, 5 à 8 restaurants chaque jour. 13 clients poussent la porte d'un restaurant McDonald's chaque seconde en France. Je ne pense pas que c'est redynamiser les centres-villes ni la restauration. Ça n'a pas tué complètement nos bistrots. Français. Il y a des restaurants qui ferment, vous l'avez dit. 60% des communes françaises n'ont plus un seul commerce. C'est franchement pas Shein qui va arriver et redynamiser. Donc oui, c'est une guerre, oui, c'est des mots qui sont forts, mais la catastrophe, elle est terrible. Et McDo, en effet, lui, c'était fait, mais n'oublions pas Shein, c'est en plus un sandwich, 1, de produits toxiques, 2, de TVA qui ne sont pas payés, 3, de personnes qui sont exploitées, 4, de contrefaçon en permanence. Donc, on a clairement quelque chose de totalement indigeste et qui est encore plus destructeur pour l'économie française. Alors, on a compris que Shein ne trouvait pas grâce à vos yeux, Yann Rivoalan. Mais qu'est-ce que vous dites aux consommateurs? Parce que, excusez-moi, mais ceux qui nous écoutent,
qui achètent Chine, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le moyen d'acheter autre chose. Alors peut-être pas seulement, peut-être parce qu'effectivement il y a une force de frappe de la marque qui permet d'arriver jusqu'à eux très facilement, mais il n'empêche, c'est moins cher. Alors, en effet, c'est moins cher et c'est facile d'être moins cher. Quand on paye aucune taxe, qu'on fait de la contrefaçon, etc., il est facile d'être moins cher. Et pardon, c'est moins cher que quoi ? On parle pas de la même chose. En France, on produit des vêtements en coton. Là, c'est du polyester. On ne compare pas les mêmes produits. On est en train de dire qu'un steak haché qui est dans un Big Mac est moins cher qu'un steak haché qui est dans d'une boucherie. J'entends Ce n'est bien, pas Anthony le même Vittorino, produit. mais vous ne pouvez pas comparer effectivement, mais vous ne pouvez pas non plus demander à tout le monde d'acheter du Made in France, On peut même pas si dire c'est que votre c'est combat. moins cher. On peut dire que c'est pas cher et c'est pas cher parce que c'est de la merde, mais pas parce que c'est moins cher. Ce n'est pas moins cher. Et on va reprendre comment acheter peu et moins cher. C'est en fin de compte très simple, en achetant en seconde main. Sur des plateformes de seconde main, dans des marques qui vendent de la seconde main, on trouve des vêtements de très bonne qualité qui sont à moins 70-80%. Donc, on peut avoir des produits extrêmement peu chers, on peut en acheter tant qu'on veut, et chaque fois qu'on achète ces produits, ils vont pouvoir être en coton et ils vont ne pas polluer la planète parce que 70% de la pollution, c'est la fabrication. Donc, Chine, on le voit, est un triple destructeur d'environnement, en faisant des vêtements en plastique en majorité, ce qui, évidemment, n'est pas dégradable. Deuxièmement, en transportant tous ces produits en plastique par avion. Il y a 600 avions tous les jours qui arrivent justement pour livrer ces produits. Et le troisième, c'est en poussant à la surconsommation. On l'a vu, par exemple, avec l'amende de 40 millions qu'ils ont pris au mois de juillet. C'est une amende de 40 millions qu'ils ont eu parce que, un, ils faisaient du greenwashing. Deux, ils faisaient des faux rabais pour 57%. Donc, les gens achetaient, voire surachetaient, sur des faux rabais. Donc, on doit en effet protéger le consommateur en lui permettant d'acheter moins cher sur de la seconde main et en même temps, mais comment en lui on fait donnant des pour produits de qualité. protéger le consommateur quand c'est un site internet qui nous vient de Chine, qui gère tout ça? Alors évidemment, dans les boutiques physiques, on va pouvoir protéger le consommateur. C'est très simple, ça se fait en 2 clics. C'est ce qu'on a fait pour Wish il y a à peu près 5 ans, où on a vu que Wish avait des produits dangereux. Wish, on pouvait les arrêter, les déréférencer de Google par exemple, et de toutes les plateformes. On appuyait sur 2 clics et il n'y avait plus de Wish. Donc on peut le faire. C'était facile sur Wish parce qu'il était américain, tout était aux États-Unis. Sur Chine, c'est plus compliqué. Ils sont plus malins, justement, pour reprendre justement aussi des termes forts qu'on a pu utiliser tout à l'heure. Ils ont un siège en Irlande, ils ont un certain nombre de soutiens. On le voit, ils dépensent une fortune en lobby, comme par exemple avec Castaner il y a encore quelques mois. Et de ce fait, il faut avoir plus de courage et c'est à l'Europe de l'avoir. Anthony Vittorino, comment on convainc les jeunes d'acheter différemment? Parce qu'on voit bien que c'est un phénomène mondial, que c'est pas simple, qu'il y a la fast fashion aujourd'hui à déferler sur le monde entier et que donc on va pas en 2 clics malgré tout changer tout ça. Comment est-ce qu'on leur dit que on peut être consommateur finalement, c'est-à-dire faire des choix, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour le Made in France? C'est pas simple quand on n'a pas beaucoup d'argent. C'est pas simple. J'y reviens, mais... J'entends, c'est pas simple. Après, ça dépend. Quand on achète... Il y a une question de durabilité aussi. Je veux dire, un produit que vous achetez sur ce type de plateforme, vous n'allez pas le garder longtemps. Oui, les achats Chine, c'est beaucoup les jeunes, non? C'est pas que... Non, pas du tout. La moyenne d'âge, c'est 39 ans. Pas du tout. Et les jeunes, généralement en France, d'ailleurs... C'est jeune, 39 ans. La moyenne. En tout cas, en France, les jeunes, on peut voir qu'ils veulent de plus en plus de local. Ça, c'est plutôt un mouvement qui est jeune et ça, c'est rassurant. Comment on les convainc en faisant de la pédagogie? C'est simple, porter un vêtement Chine toute la journée sur vous, ça revient à faire une douche dans une station essence. C'est du pétrole que vous frottez sur votre peau à longueur de journée et c'est ça que vous mettez à vos enfants. Ça, c'est la pédagogie. Et derrière, c'est aussi des actions, et tu avais raison Yann, sur le point, l'Europe doit faire des choses. La France aussi doit faire des choses. Pourquoi? Vous avez des pays asiatiques, Google n'existe pas. Nous, on est à la fois pris en étau entre les États-Unis et les Chinois. Elle est où notre souveraineté à un moment donné? Prenons notre courage à 2 mains. Qu'est-ce qui va se passer si la France dit on bloque? On n'aura plus Chine. On n'est pas une île, Anthony Vittorino. On vit dans un marché globalisé. Alors j'ai bien compris que Donald Trump essayait de... Non, le numérique se bloque. C'est pas une question de fermer. Il y a une différence entre le nationalisme et le patriotisme. À un moment donné, on peut faire des choix français, des choix souverains, et les gouvernements et les politiques peuvent donner ces moyens-là.
On peut bloquer une application, on peut l'interdire. Quand elle ne répond pas, quand on fait travailler des Ouïghours, quand on fait participer de l'esclavage, qu'en plus on détruit notre planète, je pense qu'un gouvernement a le droit de dire « je ne veux pas de ça sur mon territoire ». J'ai bien entendu votre critique des produits Chine, notamment en matière d'environnement, en matière sociale, etc. Mais Yann Rivot-Allan, est-ce que le prêt-à-porter français, est-ce que la mode française ne doit pas aussi faire son autocritique? Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, des choses que vous avez ratées? Alors, je vais reprendre. En matière d'innovation, en matière de prix, en matière de rapport avec les clients, en matière... Enfin, excusez-moi, c'est pas pour vous accabler, c'est justement, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Votre question est très juste. Eh bien, c'est simple. En France, on est meilleur qu'aux États-Unis, par exemple, en innovation dans le secteur de la mode. Etam était lancé en 2000. La Redoute était lancée en 97. Naf était lancé en 2008. On a toutes ces marques qui se sont lancées depuis maintenant des années. On est sur les réseaux sociaux. On a des marques comme Cézanne qui sont capables de se développer dans le monde entier. Mais je reprends justement dans cette concurrence. Toutes les marques françaises payent leurs employés. Toutes les marques françaises payent la TVA. Chine, Temu, c'est 0 de TVA. Or, on le revoit par exemple tout à l'heure dans le sujet sur le budget. Si on taxe Chine et Temu, immédiatement en France, on récupère 1 milliard de TVA. Donc ces sociétés, pour qu'on puisse les combattre, pour qu'on puisse combattre cette concurrence déloyale, il faut qu'elles soient au même niveau que nous. Vous nous dites quoi? Il faut faire du Trump? Par exemple, il faut évidemment... Du protectionnisme et taxer ces produits. En fait, on n'a pas le choix. Mais c'est pas du protectionnisme dans le sens où toutes les marques, de toute façon, payent justement ces taxes-là. Il n'y a que les petits colis qui ne les payent pas. Donc, ils ont une exception en faisant les produits les pires. Donc, eux, ils n'ont que des avantages. Ils nous font la plus basse qualité et ils n'ont en plus aucune taxe. On a lancé il y a 2 ans avec le magazine Fait en France un dossier sur la compétitivité. Alors je parle de choses qu'on peut comparer, pas de Chine, mais vous prenez des jeans américains très très connus, je vous trouve moins cher avec du Made in France. Ça veut dire que non, le Made in France, il est compétitif, il peut l'être. Tous les jours, j'ai des interviews de chefs d'entreprise qui relocalisent en France parce qu'au final, ça devient plus compétitif, il y a plus de réactivité, vous avez un service après-vente et la marge véritablement ne change pas. On peut être compétitif à qualité égale. Et ça, véritablement. À qualité égale. Aujourd'hui, il y a dans certaines villes de France, y compris à Paris, mais je pense notamment aux villes moyennes citées là, avec l'arrivée de Chine, qui se questionnent. Alors, des élus, des commerçants qui se demandent comment ils vont faire. Qu'est-ce que vous leur diriez tous les deux? Pour moi, les élus, en fait, sont très clairs. Je prends Christophe Béchu, par exemple, ou Anne Hidalgo. Ils sont vent debout contre l'installation de Chine. Et là, je revois aussi un des mensonges, par exemple, de Frédéric Merlin, le propriétaire du BHV et de ses galeries à la Lafayette de province, où il a clamé que ses maires étaient avec lui. Dès les secondes qui suivaient, les 2 maires ont fait des posts pour dire non, c'est faux, on est contre l'arrivée de Chine. Pareil, Chine dit à Dijon, on a amené un trafic de dingue, etc. On a été enquêté, des journalistes comme vous ont été enquêtés, c'était là aussi complètement faux. Chez Chine, c'est simple, il y a des faux prix, il y a des fausses matières et il y a aussi des fausses déclarations. Et du coup, ça n'a pas vraiment sa place dans un grand magasin français. Ça n'a aucune place, en fait, pour là. Les grands magasins français sont la vitrine de notre art de vivre. C'est des lieux où les touristes veulent aller pour s'imprégner de la France. On va leur proposer du Chine. Et moi, je pense déjà, et j'ai beaucoup de peine pour les vendeurs et les vendeuses des stands aux alentours des marques un peu plus premium, quand ils vont voir passer une copie, puisqu'il y a un nombre de copies incroyables sur cette plateforme, quand ils vont voir une copie de leur sac passer devant eux, estampillé Chine. Qu'est-ce que pourraient faire les marques françaises? Boycotter, par exemple, et bien tout simplement le BHV, c'est-à-dire retirer les points de vente du BHV, par exemple? C'est simple, il y a déjà des dizaines de marques qui sont parties. Je pense par exemple à Targe Armon encore et Zappa qui sont partis il y a quelques semaines parce que je répète, elles ne sont pas payées par le BHV. Et là, désormais, il y a encore d'autres marques qui partent, que ce soit Fago, que ce soit Audage ou autres, qui là aussi vont toutes partir. Certaines sont malheureusement étranglées par ces dettes parce que comme le BHV les retient par ce lasso en disant « si vous partez, je ne vous payerai pas », évidemment, c'est complexe pour elles. Merci, messieurs, de nous avoir éclairé sur cette situation autour donc de l'arrivée de Chine dans certains grands magasins français. Dans un instant, on reparlera de la situation politique en France, les dernières tractations avant la nomination d'un gouvernement et puis l'annonce ce matin de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, de son refus d'utiliser le fameux article 49.3 de la Constitution. On y revient tout de suite après votre météo. Restez avec nous.